entrepôt d'alimentation. Méran ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité-restauration. Demande en hausse. Difficultés au niveau des approvisionnements. Pénurie de main-d'œuvre. Les gestionnaires en épicerie ne manquent pas d'ouvrage. C'est autour d'un département spécifique que nous nous arrêtons aujourd'hui, le prêt-à-manger. Le prêt-à-manger, cette section qui regroupe tout type de nourriture, chaude, froide, qui peut s'emporter ou pour consommation en domicile, ou même sur place, a vu ses ventes exploser en 2021 et poursuit depuis sa croissance. Bonjour, mon nom est Robert Dion, je suis fondateur et éditeur de Détail Alimentaire. J'ai la chance d'animer ce deuxième épisode d'une série de 3 sur le prêt-à-manger. Pour cela, j'ai en ma compagnie 4 invités que je vous présente maintenant. Catherine Hott, directrice des ventes chez Emballage Carousel, Martin Audet d'Emballage Carousel. On a Alexandre Dumaine, qui est directeur commercial chez Eurodib, ainsi que Jeannot Boutin, propriétaire d'un détaillant et propriétaire détaillant de prêt-à-manger en Beauce, et notre spécialiste aujourd'hui du détail. Alors, merci d'être là et sans plus tarder, j'aborderai ensemble ce deuxième épisode du prêt-à-manger en épicerie sur la technologie. Parce que, puis c'est bien, on a réussi à bien segmenter chacun des secteurs, mais sur la technologie, et surtout peut-être les technologies qui s'en viennent de plus en plus pour soutenir les gestionnaires dans leurs opérations. Je vais lancer l'invitation à Alexandre pour la première question. Puis la question va s'en aller un peu comme ça. Comment toi tu vois la technologie permettre de continuer à évoluer dans l'offre? Tu sais, il y a pas de question précise. Je te demande une introduction sur la technologie, s'il te plaît, Alexandre. C'est que la technologie, essentiellement, elle devient plus accessible d'après moi et de par son accessibilité ou sa démocratisation, terme qu'on a déjà utilisé, ça permet à plus d'opérateurs, transformateurs, chefs cuisiniers, petits restaurateurs de lancer leur propre offre de prêt-à-manger. Et donc, ça permet de diversifier l'offre et de faire la croissance. Un peu comme tu veux dire. Si je peux faire un parallèle analogique, c'est un peu comme le phénomène des microbrasseries au Québec, essentiellement. Tu sais, je veux dire, les gens ont découvert un peu comment faire de la bière, et maintenant on se retrouve avec une offre de microbrasserie qui est gigantesque. Bon, on voit un peu le même phénomène parce que les gens finalement ont la capacité d'adopter une technologie, une technique, une méthodologie qui leur permet de prendre un produit alimentaire qu'ils conçoivent chez eux, qui au début ne pensaient même pas apporter en prêt-à-manger ou en distribution commerciale à différents points de vente qui sont externes à eux-mêmes ou même à partir de leur propre restaurant. Et maintenant, la technologie leur permet de faire ça, que ce soit des operculeuses pour emballer des barquettes ou des petits bacs, des machines sous vide et autres méthodes d'emballage. Martin, je te passe la parole. Toi, tu es du côté emballage plutôt. Est-ce que tu vois que l'emballage pour permettre technologique, parce que je vais appeler ça l'emballage technologique, parce que ouais. À l'origine, c'était une boîte de carton, puis c'était de la pellicule pour emballer. Là. Je veux dire, on est loin de ça maintenant pour permettre la démocratisation. Ou la marketing, parce qu'on a parlé de la mise en marché au niveau de la technologie de l'emballage. Mm-hmm. Ben souvent, tu sais, anciennement, moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il y avait des petits équipements, mais c'était pas nécessairement de technologie. Tu sais, on avait des vidoirs à film PVC pour faire, excusez le terme, de l'overwrap de contenants en mousse ou pour différents départements. Maintenant, ben la grosse différence, c'est que la technologie, souvent, on va marier chez nous puis chez nos compétiteurs aussi un équipement avec un emballage adapté. Puis c'est la grosse différence, tu sais, nous, à tous les jours, notre discours envers notre clientèle, soit les opérateurs ou la clientèle qui consomme de ces produits-là, c'est de dire que c'est accessible pour la cuisine, autant que pour le petit opérateur, autant pour la mini-usine, autant pour la moyenne usine. Tu sais, il y a 20, 25, 30 ans, quand quand Alexandre a commencé, ou même moi, ou même Jeannot, ben c'est accessible à des gros transformateurs alimentaires. Maintenant, ben la technologie fait que un distributeur comme nous est capable de vendre un petit équipement à quelqu'un qui fait des dizaines de plats ou des centaines de plats par semaine, puis d'adapter nos contenants
à ses besoins et aux besoins de sa clientèle. Fait que c'est toute la différence. Puis le mot qui me revient en tête tout le temps, c'est éducation. Parce que, tu sais, on doit éduquer les gens pour leur expliquer le bienfait d'avoir une technologie puis les bienfaits sur leur commerce puis auprès de leur clientèle. Tu sais, durée de vie, gaspillage alimentaire, réduction du gaspillage alimentaire, etc., qui est dans toutes les bouches aujourd'hui. Tu sais, le dollar investi aujourd'hui est très important pour le consommateur autant que pour l'opérateur. Là, tu sais. Jeannot, si on parle de technologie, ce serait quoi, selon toi, la machine ou le produit le plus important que tu as vu rentrer chez vous, que tu as dit, wow, ça change toute la donne maintenant pour notre production? Nous, au niveau des petits plats, c'est surtout au niveau des fours. On était sur les fours conventionnels, parce que là, on est rendu des fours programmables, les rationnels. Ça veut dire qu'on peut on peut cuire dans le même four différentes opérations. Puis, l'affaire que ça l'a amené une qualité de cuisson toujours égale. L'affaire qui est le plus difficile aussi, au point de vue technologique, c'est de sortir un produit qui est régulier. Quand tu as plusieurs employés, il y en a beaucoup qui font trop cuire ou c'est la qualité là, vraiment de la production là, va par les équipements souvent. C'est les tables à vapeur, mais les fours rationnels, nous, ça a été une des choses là qui. Puis avec Carousel, nous ont mis on a acheté des emballeuses aussi qui scellent aussi nos petits plats là, qui sont plus hermétiques, l'esthétique. Il faut travailler l'esthétique aussi. Il y a le récupérable, mais l'esthétique est important quand même pour nos clients. C'est dans les choses là, vraiment qu'on a travaillé. Mais la prochaine chose qu'on veut travailler, c'est les emballeuses automatiques. Okay. Mais si on peut parler de la trinité de l'équipement. Là. Pardon, vas-y Alexandre. Si on peut parler à la trinité des équipements pour le prêt-à-manger, je pense que c'est four combi que Jeannot référait comme le four intelligent. Donc les fours combi qui sont des fours finalement multiplaques qui vont de 5 plaques à 15 plaques à 20 plaques avec des sondes thermiques qui ont des cuissons vapeur ou convection qui peuvent griller, fumer et autres. On parle de cellules de refroidissement rapide qui vont amener finalement les produits d'une température de cuisson à une température de maintien, que ce soit 4 degrés Celsius ou moins 18. Et ensuite, on parle d'un équipement d'emballage, que ce soit operculeuse ou machine sous vide. Avec ces 3 types d'équipements, et il y en a de différentes marques et de différents budgets, quelqu'un peut vraiment partir son bal pour le prêt-à-manger. Là. Oui. Okay. En notion de spécialité, parce que Alexandre, on a eu l'expérience au Cial, on avait 2-3 thermocirculateurs, un blast, j'appelle ça un blast chill, une machine à refroidissement rapide, une cellule à refroidissement rapide, puis on avait une emballeuse sous vide, puis on a réussi à faire à manger pendant 3 jours de temps dans une cuisine qui avait même pas de chaleur en plus, puis même pas besoin de hotte. À faire des choses comme ça et ouais, en plus petit volume, le circulateur à immersion peut, si on travaille une technique qui est strictement sous vide, parce que souvent le prêt-à-manger va se faire en cuisine traditionnelle et ensuite être emballé, mais des gens qui vont s'appuyer sur une technique qui est strictement sous vide, on peut même se passer du four intelligent et travailler simplement en circulation. Normalement, c'est plus adapté pour un volume qui est plus restreint, mais en très haute qualité. Souvent, c'est tout ce qu'on a besoin. On va travailler un volume plus petit avec un produit qui est plus qualitatif, puis un prix final qui est conséquent, bien sûr. Mais ça permet aussi de passer outre des fois le four intelligent. Là. C'est là qu'on voit la versatilité. Tu sais, quand on parle d'éducation, c'est que souvent les gens vont hésiter à se lancer, puis c'est sûr que les détaillants se retrouvent dans une boucle un peu infinie où là, la profitabilité est importante, il y a le manque de main-d'œuvre, on a l'impression qu'on court après notre temps, puis le travail des distributeurs ou des différents acteurs du marché, c'est justement ça, là, c'est d'expliquer que non seulement ça va être plus profitable, ça va être standardisé, comme Jeannot disait, tu sais, d'avoir les bons équipements, ça va permettre d'avoir une constance, puis même si on a un roulement de personnel, de garder cette constance-là. Et ça va aussi accélérer les processus, ça va les rendre plus agréables. Souvent, les nouvelles technologies vont faire que ça va être moins compliqué à emballer ou moins difficile physiquement dans certains cas, fait que ça permet une rétention de personnel aussi, des fois, d'adapter les technologies. Puis nous, ce qu'on voit beaucoup en tant que distributeur, c'est un peu ça, là, c'est les gens magasinent plus juste une boîte à pizza, ils magasinent une solution d'emballage. Fait qu'ils magasinent quelque chose qui va permettre de garder le produit, qui va donner un beau visuel, qui va s'emballer facilement, puis qui va rester, nous, on entend beaucoup parler aussi d'éco-responsabilité, fait qui va permettre une empreinte écologique qui va être moins grande. Fait
de notre côté, c'est ça qu'on voit aussi, puis c'est beaucoup la demande qu'on a de nos clients, là. C'est trouve-moi une solution pour l'emballage des différents produits que je mets en marché, là. Martin, j'ai-tu vu ta main levée? Oui, mais je peux renchérir. Je me souviens d'une conversation tu parlais de l'AMDEC hier, pas hier, mais tout à l'heure, excuse-moi. Puis la première discussion que j'ai eue avec Yves Servet, tu sais, j'ai dit bon, mais puis on recule de plusieurs années. Il dit écoute, pour le salon cette année, je vais présenter des petits équipements. Tu sais, il me disait quoi? Non, j'ai pas. Puis là, j'écoute, viens au bureau, je vais t'expliquer, tu sais. Puis là, Yves m'a dit ouais, je suis pas convaincu que mes marchands vont vraiment être intéressés. Puis cette année, on le fait encore en 2000 à Saint-Hyacinthe. Puis Yves m'a appelé puis il m'a dit hey Martin, tu t'assures que les gens des équipements soient là, hein? Fait que lui, il veut qu'on soit là maintenant parce qu'il comprend le potentiel que pour ses marchands. Puis que la demande. Fait que tu sais, la technologie, ça évolue d'année en année, tu sais. Dire qu'un jour, on pensait que ce serait pour enlever des employés. Maintenant, on n'a plus, fait qu'on a besoin de la technologie pour pallier à des employés. Mais j'aimerais dire à ce moment-ci, dis-moi ce que tu veux vendre, puis je vais t'aider à le vendre le mieux possible. Avant ça, c'était, on va acheter des équipements, après ça, on va décider qu'est-ce qu'on va faire avec. Maintenant, il y a une solution pour chacun des produits qu'on voudrait vendre. Et j'aime l'idée que vous avez parlé, surtout, tu sais, Alexandre, de dire c'est modulable en fonction de la grosseur de mon commerce. Évidemment, Jeannot, toi, t'as des milliers de pieds carrés, t'as de la production, t'as du hyper volume, mais je pense qu'on va voir dans le futur, dans un monde de spécialisation. Moi, j'ai un établissement, puis je voudrais servir juste des chiches taouk, par exemple, ben, je vais organiser ma ligne en fonction de faire juste des chiches taouk. On va s'en aller vers cette spécialité-là. Mais évidemment, on parle d'emballage, de technologie. Ces technologies-là amènent beaucoup de films, de plastique, de carton. Je peux pas aller sans vous dire que quand les premiers gens à recevoir des boîtes de prêt-à-manger à la maison ou de prêt à cuisiner, la première critique était autour de ce qui allait dans la poubelle. Est-ce que vous voyez que les technologies peuvent nous permettre justement de comprendre et améliorer notre empreinte au niveau des équipements, pas des équipements, mais aussi de la faisabilité de ces produits-là? Est-ce que Catherine, tu veux? Vas-y, Martin. Ouais, si tu peux me permettre. C'est sûr que le grand défi, c'est de faire comprendre aux gens, premièrement, la technologie au niveau des équipements avance, mais au niveau de l'emballage également. T'sais, tout le monde est sensible. Il y a des nouvelles réglementations, que ce soit fédérales, provinciales, qui sont mis de l'avant, puis assez prochainement. Puis l'industrie commence à se poser de sérieuses questions pour voir, différentes matières plastiques, qu'est-ce qui va être, est-ce que c'est mieux qu'il soit recyclable, est-ce que c'est mieux qu'il soit compostable, est-ce que c'est mieux qu'il soit réutilisable, t'sais. Actuellement, on a, notre meilleur exemple, c'est que nous, anciennement, chez Carousel, on avait à peu près uniquement de l'emballage qui était disposable, jetable, à usage unique. Avec les années, on a développé des produits pour du réutilisable. Les gens pouvaient réutiliser le produit, puis il a fallu adapter notre offre avec des types de plastique qu'on pouvait se resservir. On les nettoyait au lave-vaisselle résidentiel et puis on pouvait les réutiliser pour les lunchs des enfants ou des trucs comme ça. L'autre évolution, c'est de dire que les plastiques de plus en plus, vont vers le système de recyclage. C'est assez performant au Québec. Il y en a même qui nous sont arrivés avec des technologies qui sont compostables. C'est pas facile à réaliser parce que on n'a pas accès à tous ces trucs-là. Mais honnêtement, c'est un peu un déchirement entre le gaspillage alimentaire, utiliser un produit qui est pas nécessairement recyclable, puis la nouvelle, dans le fond, qu'on va jeter de la matière puis des produits qui sont. Fait qu'on est encore en mode, puis Alexandre et Catherine vont pouvoir renchérir, mais on est encore en mode exploration. On a des solutions, mais elles sont pas parfaites. À un moment donné, on va y arriver, J'ai vu Jeannot lever la main. Question de performance, souvent, nous, comme commerçants, qu'est-ce qu'on a eu le plus de difficultés au niveau de la technologie, là, c'est qu'il n'y a pas de forum. Souvent, là, nous, on n'est pas que des grossistes majeurs là, comme Sobeys. Au point de vue technologie, faut faire de la recherche pour aller la chercher. Faut faire une demande spécifique. Mais s'il y avait des forums pour développer la technologie au Québec, là, du prêt-à-manger, là, puis des forums ou des réunions ou des différentes choses, la technologie, des fois, là, faut quand même courir après aussi. C'est le partage de l'information, hein, c'est ça, c'est l'accessibilité à l'information qui est peut-être plus difficile, puis
Tu sais, Jeannot, vous le dites, les forums, ça peut être intéressant avec différents intervenants, différents milieux, parce que c'est ce qu'on vit nous aussi, là, c'est les changements évoluent. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est un peu ça, là. Puis la vision de l'éco-responsabilité évolue aussi, la réduction du plastique, puis la réduction de l'emballage. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est s'en aller vers la technologie, ça veut pas nécessairement dire augmenter notre emballage. Au contraire, ça veut dire avoir le bon emballage pour son produit, puis sans miner la conservation, parce que comme on disait, tu sais, ils ont déjà essayé d'arrêter de mettre de la pellicule sur un cocombe, puis ils jetaient plus que 60% de leur cocombe. Enfin, à un moment donné, on fait un compromis, puis c'est ce qu'on essaie de faire avec notre clientèle aussi, c'est tu as besoin d'un contenant pour vendre ton mets préparé. Fait qu'on va trouver le meilleur contenant pour ton produit avec le moins d'emballage possible. Mais reste qu'il faut qu'il soit emballé. Là, tu peux pas partir avec ton bon rose beef dans tes mains. Là. Il doit être dans un contenant. On va essayer qu'il se conserve le mieux possible. Robert, tu as un nouveau mandat maintenant à mettre sur place un forum d'information. Mon rêve d'éditeur, c'est que le monde prenne un peu plus de temps pour s'informer puis un peu moins de temps pour être dans le jus. Parce que, tu sais, veux pas, entre détaillants alimentaires et Chérimag, on doit avoir à peu près 200 articles sur le prêt-à-manger, les technologies puis le kit. Le souci, c'est qu'on est tellement pris dans l'exploitation parce qu'on a vécu une rareté de la main-d'œuvre qu'on a arrêté de prendre le temps de s'informer, pour prendre du temps pour travailler. Mais on le voit, ceux qui ont des équipes qui ont du temps, qui ont qui prennent le temps de s'informer, sont souvent en avance sur d'autres. Tu sais, puis Jeannot, on le sait, tu voyages, puis tu vois des choses, puis t'es déjà un allumé, puis toi-même, tu dis que ça n'en prendrait plus. Imagine-toi quelqu'un qui a jamais travaillé là-dedans. Comment c'est compliqué de s'y faire, mais je pense que c'est qu'on est aussi à une croisée des chemins au point de vue de l'offre, au point de vue des pressions du marché, au point de vue de la législation, qu'elle soit fédérale ou provinciale. Et donc, quand tu as une croisée des chemins, tu te retrouves toujours avec une offre qui est extrêmement diversifiée, puis des divergences d'opinion aussi. Et donc, là, on va se retrouver avec un emballage qui est traditionnel, qui est peu dispendieux, qui est extrêmement efficace, mais aussi qui est pas bon pour l'environnement et qui éventuellement va se retrouver à être poussé finalement sur le chemin parce que justement dû à la législation. Et donc là, il y a une innovation qui se fait, mais qui traîne un peu pour fournir aux gens de l'emballage qui est éco-responsable, mais qui est aussi efficace que l'emballage traditionnel. Et quand on parle d'emballage traditionnel, bien sûr, on parle d'un emballage qui s'appuie essentiellement sur du plastique, sur différents films plastiques. Le film plastique, c'est du pétrole, c'est souvent non recyclable, c'est quelque chose on sait qui pollue l'environnement, on sait qu'il y a du microplastique d'ici jusque les neiges dans l'Antarctique. Donc, tout le monde a la prise de conscience que le plastique, faudrait passer à autre chose. Et donc, souvent, on va arriver avec un produit, voici monsieur, voici madame, voici autre chose. Ah, parfait, c'est super intéressant. Puis là, la question qui tue, c'est ça coûte combien? Et là, on réalise finalement que le prix associé, là, les gens font, oh, ok, d'accord. Et ça vient avoir un impact important sur leur exploitation, finalement, leur coût d'opération, d'exploitation. Un emballage, ça va, mais quand tu emballes 10 000 produits par jour, il y a un impact. Et donc, ça va prendre finalement le perfect storm, là, je m'excuse pour l'anglicisme, mais la tempête parfaite, où tu vas avoir finalement des chefs de file de conscience, donc des gros opérateurs avec une grande visibilité sur le marché qui vont se dire, nous on fait ce choix-là, on fait ce choix de conscience pour faire en sorte que notre emballage soit 100% éco-responsable, qu'on utilise un emballage qui va être soit 100% recyclable, soit compostable, soit biodégradable, qui auront fait les tests pour s'assurer finalement que ça satisfait leur clientèle. Et là, les autres vont suivre. Puis ensuite, tu auras la pression finalement gouvernementale qui va dire, oui, il faut aussi qu'on se débarrasse de ces plastiques à usage unique. Donc là, on est vraiment dans le début de cette tempête qui n'est pas encore parfaite et qui va finalement petit à petit évoluer puis qui va forcer un peu la main aux gens. Et petit à petit, plus les emballages éco-responsables vont se développer, plus leur prix va devenir accessible, plus leur qualité va grandir, il y aura de la recherche et du développement.
il y aura toujours des réfractaires. Il y aura encore un lobby du pétrole ou le lobby chimique ou pétrochimique qui va pousser les emballages traditionnels. Mais justement, on est à cette croisée des chemins présentement. Et donc, ça revient un peu à ce que je nous disais. Il n'y a pas de forum où il y a pas de, il y a un manque d'un passage d'information. Oui, c'est vrai, parce que il y a plusieurs acteurs sur le marché et leurs motivations commerciales sont pas toutes les mêmes. Donc, il y a plusieurs voix que tu peux écouter, puis il faut choisir laquelle tu écoutes, laquelle répond le mieux à tes besoins. Puis il y a plusieurs années, ça fait déjà 5 ans, Catherine, on a mis anciennement, Oui. on se posait pas nécessairement la question de l'éco-responsabilité de l'emballage. Puis maintenant, il y a déjà on s'était mis un devoir d'éduquer notre clientèle pour avoir un document de référence dans l'industrie pour dire est-ce que c'est réellement, au-delà des fabricants, au-delà de tout ça, est-ce que c'est vraiment un emballage éco-responsable avec les connaissances qu'on avait? Puis c'est un catalogue qu'on a là, qui est disponible au public, là, c'est sur Internet. Là, puis les gens peuvent aller voir, puis on le fait évoluer selon les réglementations, selon les nouvelles réglementations municipales ou fédérales. Il va évoluer dans le temps. Mais on essaie d'aider nos clients à dire, OK, avant tu utilisais un emballage jetable ou disposable, maintenant, est-ce que tu aurais le goût d'avoir une évolution par rapport à ton emballage? Ben, tu as un choix qui est B, qui est un emballage recyclable ou compostable, puis le choix C, c'est du réutilisable avec un lave-vaisselle, etc. Fait que, tu sais, il y en a pour toutes les sauces, si vous voulez, si vous me permettre le terme. Ben, tu sais, la réglementation, à un moment donné, va venir, comme disait Alexandre, à dire, bon, ben, on va aider les gens à s'orienter, là, tu sais. Fait que à l'affirmation que je fais comme celui qui dit le prêt-à-manger va va réussir à évoluer de façon exponentielle, conséquemment à la technologie et à l'emballage et tout. J'aimerais ça parce qu'on va conclure ce deuxième épisode en demandant justement, Martin, tu étais déjà toi, c'est où que ça passe l'évolution? Est-ce que c'est par la recette ou c'est par la technologie ou c'est l'ensemble de l'œuvre? L'ensemble de l'œuvre, mais on peut pas dissocier la technologie tu sais, l'angle d'entrée, c'est la technologie puis l'éducation du public. À partir de là, on est capable de continuer à évoluer. Sans technologie, malheureusement, j'ai l'impression que ça... Mais tu sais, c'est pas le cas. T'sais, tous les gens qui sont ici sur ce balado-là, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont renseignés, puis la technologie évolue rapidement. Fait que moi, je pense que l'évolution passe par la technologie. C'est dans l'affirmative, oui. J'aime que tu parles de la technologie évolue rapidement. Alexandre, je vais te laisser prendre la balle au bon. C'est toi qui es notre gourou de la technologie. Tu vois encore beaucoup de choses. Il se pointe en disant, mais oui, effectivement, oui, ça en prend un, parce que tu reçois de l'input d'un peu partout dans le monde, à savoir est-ce que ça évolue encore? Oui, ça évolue beaucoup. Écoute, puis même mes collègues de Carousel pourront dire ce qu'on voit beaucoup en évolution. Bon, c'est surtout c'est la présentation qui est très travaillée. On voit maintenant l'évolution de la technologie skin qui permet pour les gens qui écoutent cette technologie qui vous permet de voir des plats finalement avec une mise en place complète dans l'assiette. Et on a cette espèce de pellicule plastique qui ressemble essentiellement à une deuxième peau, d'où le nom skin, qui est apposé sur le produit. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup en Europe et maintenant qu'on voit de plus en plus ici. C'est accessible à des plus petits exploitants ou c'est des machines Oui, parce que maintenant, tu peux avoir des opurculeuses skin de plancher ou même de comptoir. Et donc, c'est ça qu'on voit. On va développer finalement, c'est beaucoup des produits qui viennent d'Italie ou même d'Asie, mais on voit ces technologies qui permettent de faire du travail de barquette. Pas seulement en apposition, c'est-à-dire que c'est pas seulement un film plastique qui vient fermer la barquette, ce qui est bien, ce qui donne une barrière hermétique, mais souvent ils vont faire l'étape supplémentaire de créer un vide dans le produit. Donc, la plupart des gens connaissent le bénéfice finalement d'une atmosphère quasiment à zéro pour permettre d'étendre, si tu veux, la longévité du produit. Et donc, ça étend aussi pour le marchand qui vient distribuer ce produit, d'avoir une fenêtre de distribution qui est beaucoup plus importante. Et on peut même ajouter du gaz, par exemple. Et toutes ces techniques d'emballage qui étaient autrefois réservées souvent à des grosses plateformes industrielles ou des grosses usines de transformation, maintenant sont disponibles vraiment à des petits opérateurs.
si on parle en vide strict, un opérateur peut commencer avec un investissement inférieur à 2000 $. Quand on parle de technologie skin ou injection gaz, bon, c'est sûr que le prix augmente, mais ça reste beaucoup plus accessible qu'avant, et ça t'ouvre des opportunités commerciales qui vont permettre finalement de rentabiliser cet investissement relativement important, tant sur le temps, bien sûr, que le produit qui est mis en vente est de qualité, là. C'est cool, Alexandre, merci, parce que ça vient mettre des chiffres, mais pas juste des chiffres, des possibilités que moi je vois dans ce marché-là. De plus en plus, on va devenir les endroits d'alimentation vont devenir des multifonctionnels, et donc une de leurs tentacules de service, ça va être justement cette option-là qu'on voit sur les autoroutes européennes depuis toujours, de façon tripante, et qu'ici, tranquille, on est encore au niveau de ça, on est encore à des lieux, pas au niveau de la cuisson, pas au niveau des produits alimentaires, mais au niveau de la présentation. Puis le prochain balado, je vous invite à écouter le prochain, parce qu'on va vraiment aller plus loin dans la mise en marché, le marketing alimentaire pour ce côté-là. Catherine, je pense que je t'ai pas demandé encore d'intervenir en conclusion sur... Oui, je vais un peu dans le même sens d'Alexandre. L'évolution de la technologie, ce que nous, on voit le plus, c'est vraiment sur les enjeux de conservation puis sur l'enjeu de présentation. Fait que pour nous, le skin, ça a été fulgurant dans les 3 dernières années. Ça faisait déjà 2 ans qu'on le proposait, mais les 2 premières années, les gens avaient une petite réticence encore. En Europe, c'était très présent. Puis du fait que ça soit plus accessible, justement, il y a des subventions gouvernementales aussi beaucoup pour les gens qui veulent aller vers de l'accélération de processus ou de l'automatisation carrément. Fait que l'accessibilité de ces équipements-là est plus présent. Puis le fait d'avoir une conservation qui est plus grande, puis une constance au niveau des productions, ben ça fait en sorte que la technologie vient vraiment rendre service là, à l'offre de marché, là. Que nous aussi, on voit un peu la même chose qu'Alexandre disait. Jeannot, toi, tout à l'heure, tu as parlé d'équipement de cuisson. Tu vois comment, toi, la technologie du futur chez vous, on a parlé beaucoup d'emballage. Est-ce que toi, c'est plus au niveau du message que tu vas passer au client, ou comment tu vas réussir à faire avec moins d'employés? Oui, c'est ça. Nous, la technologie, là, la première des choses qu'on cherche toujours, là, notre principal problème, là, c'est le temps employé. Fait que quand une technologie est capable de nous apporter une rapidité, puis une qualité sur le produit, sur la présentation, c'est sûr qu'on peut pas renier qu'il faut recycler ou du compostable, mais la rapidité de l'exploitation aussi, là, avec le manque de main-d'œuvre, là, c'est une des choses qui nous intéresse beaucoup, beaucoup, la technologie. Souvent, nous, quand on va investir sur un produit, on va s'informer de quelle manière qu'on va le rentabiliser. C'est de sa conservation ou ça va être le temps qu'on va récupérer au niveau des employés? Parce que la masse salariale, c'est un autre problème aussi, elle monte à vue d'œil, là, avec l'inflation, là, de la matière première, puis le taux horaire de nos employés qui monte sans cesse là, à une vitesse quand même. C'est toutes des choses que la technologie peut nous aider là, à rester concurrents sur le marché. C'est comme ça. Je conclue en disant que avant ça, exploiter du prêt-à-manger ou exploiter n'importe quel concept alimentaire, les bases étaient plus faciles à calculer combien on allait le vendre. Maintenant, c'est de plus en plus complexe, puis il y a de plus en plus d'impondérables qui viennent s'ajouter au cost. Puis dans d'autres balados, on a déjà parlé de costing, puis de mise en de préparation, de savoir combien ça coûte le vendre. Et souvent, la technologie va permettre de diminuer certains coûts pour pouvoir les appliquer à d'autres dépenses qu'on a. Alors, c'est ainsi que se termine le 2e épisode sur le prêt-à-manger en épicerie. 2 autres épisodes sont disponibles sur détaillantalimentaire.com sur la section balado, sur l'offre de prêt-à-manger, l'offre en prêt-à-manger et la mise en marché. Nous espérons que vous avez apprécié ce contenu. Je remercie encore une fois chaleureusement nos invités pour la richesse de ces échanges.